À la veille des fêtes de fin d'année, les chantiers ostréicoles tournent à plein régime. Ou presque. Ici, à Locmariaquer, dans le golfe du Morbihan, comme chez la plupart des ostréiculteurs français, la production est en forte baisse. Cette année, on vend celles qui ont subi la première mortalité importante en 2008. On arrive au bout de 2 ans et demi là. Donc on subit maintenant cette première perte importante, et ce qui fait que le volume disponible est d'environ 50% par rapport aux une année normale. Pour la 3e année consécutive, 2010 s'achève sur de grosses inquiétudes et beaucoup de questions. On est un peu dans le vague, dans le flou. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On sera peut-être là dans 10 ans. Comme on sera peut-être plus là dans 3-4 ans, on ne sait pas, quoi. C'est le doute, quoi. On ne sait pas trop. Ça va dépendre de ce que la nature nous permet de faire par la suite, quoi. Donc on attend, on continue, on persiste, et puis on verra bien, quoi. On attend. Depuis l'été 2008, les ostréiculteurs vivent sous le coup près d'un virus qui décime leurs naissins et leurs huîtres juvéniles. Toutes ces huîtres sont élevées pendant 3 ans, en moyenne, avant d'être commercialisées. Mais avec l'arrivée de l'été, les ostréiculteurs constatent, impuissants, les dégâts de ce virus, identifié depuis longtemps par les scientifiques, mais qui reste impossible à éradiquer. On n'arrive pas à avoir d'informations fiables, mais peut-être n'y en a-t-il pas, parce que est-ce que la solution, on la connaît vraiment? On entend dire par Pierre-Paul Jacques, à tel endroit ça crève, non ça crève pas, la mortalité elle vient de là, elle vient pas de là. Se faire une idée, c'est très difficile. Début juin, la Normandie est touchée. À Blainville-sur-Mer, dans la Manche, ils sont quelques-uns à se retrouver pour constater les prémices d'un été qui s'annonce une nouvelle fois meurtrier. Là, c'est en plein dedans. Le bruit. C'est le début. Affaire à suivre. C'est le début ou la fin. Ouais, ça commence. Il y avait un jour. On voit la LPE. Ça n'a pas l'air tip-top. Donc là, c'est flagrant. On voit l'huître ouverte avec de la chair encore dedans. Donc là, c'est vraiment tout frais, quoi. Parce que normalement, au bout de quelques jours, la coquille est rincée et la chair s'en va, quoi. Donc il y a encore des coquilles qui sont fermées, mais au bruit, ça sonne creux. C'est vraiment ça met en évidence la mortalité qui est latente. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi 9 juin. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est les premières observations sur les mortalités. Donc là, c'est le premier constat pour l'instant, on va dire sur la zone qui va de Coutainville à Gouville. C'est le premier cas avéré, on va dire une déclaration officielle de mortalité. Regarde, t'en as encore une autre là. Ça. Et hier, il n'y avait rien. La grosse différence par rapport aux années précédentes, c'est que là, quand le phénomène est en cours, on est déjà là en train de l'observer parce qu'on l'attend, quoi. On sait plus ou moins à quelle date ça risque de se produire, vu que le phénomène a tendance à monter du sud vers le nord. Donc c'est vrai que là, ça fait une petite semaine, on sait que c'est imminent.
C'est pété à combien là? Ça va de 50, 60 à 100%. Mais un peu partout en Charente Apparemment, ouais. Ouais. Il devrait, si tu peux aller, je vais pas la veille. Ouais, mais a priori, l'île de Ré, c'est pareil. Ouais. Ouais. Et puis voilà, tu vois, nous, ça fait 2 jours là qu'on voit que c'est dedans, quoi. Et puis, bah, t'as des lots, t'as bien à 50%, et t'en as d'autres moins, mais bon, les huîtres, tu les sens vraiment pas bien, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Il faudrait qu'on nous le dise, qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense qu'il faudrait qu'on aille chercher un peu des réponses. La propagation de l'épidémie est favorisée par les nombreux transferts d'huîtres entre les régions. À l'exception de la Normandie, aucune consigne préventive n'a été mise en place au niveau national pour limiter ce facteur aggravant. Ça a été mis en place cette année, pour la première fois en Normandie, à savoir du 1er mai au 30 septembre. On interdit les entrées de naissins pour éviter l'arrivage, pourquoi pas, de l'eau qui était déjà malade, contaminée et qui recontamine en plus. Mais la chose n'est pas si simple que ça, puisque depuis 3 ans que la crise existe, on peut aussi considérer que la maladie est implantée aussi sur le secteur. Où ça, c'est ce que la recherche va tenter de découvrir. Mais on peut très bien imaginer des huîtres adultes porteurs asymptomatiques, donc qui ne sont pas malades en tant que tels, mais qui vont transmettre, ou le virus qui peut être quelque part. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mi-juin, l'ensemble du littoral français est touché. Pourtant, les transferts d'huîtres continuent, comme si de rien n'était. Les naissins, produits essentiellement en Charente et en Vendée, sont élevés sur tout le littoral français. Plouézec, dans les Côtes-d'Armor. Ce site est à l'image du mode de production français, basé sur les échanges entre bassins de production. Ici, des ostréiculteurs bretons, charentais ou encore normands se partagent des hectares de parcs. La porte de Maurice, il y en a du naissin. Oh, Dimitri? Oh, t'as du naissin là? Ah putain, t'as l'impression qu'il n'y en a pas, puis il y en a. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ah oui. Tac, tu vois? C'est parce qu'elles sont petites, on s'aperçoit pas. Ah là, ouais. Bah oui. Oui, 50%, oui. Regardez sur tes parcs que tu vois tout crever, ça fait bizarre. Au prix qu'il était, hein. Tout ce qu'il y a ici, là, c'est des huîtres qui vont être vendues en fin d'année. Et après, on n'aura plus d'huîtres à mettre pour fin 2011, on n'aura plus d'huîtres à mettre dessus. Donc l'année prochaine, les 3/4 des parcs se trouveront vides. Et justement, le vrai problème, c'est que les gens vont se rendre compte que c'est là, quand ils n'auront plus une huître à mettre sur leur parc, et ce sera trop tard, quoi. Il est déjà trop tard. Pour les entreprises les plus fragiles, il est sans doute trop tard. Beaucoup n'ont plus les moyens de reconstituer leur stock avec du naissin dont le prix explose et dont la qualité n'est pas garantie. 1/3 des entreprises risquent de disparaître dans les mois à venir. Pour les autres, cette crise qui s'installe dans la durée exige de trouver des solutions rapides et concrètes. Les ostréiculteurs n'ont pas beaucoup de réponses, sinon d'agir sur les modes d'élevage. Nous sommes allés à la rencontre d'ostréiculteurs pour qui l'espoir repose sur des modes alternatifs de culture. Ici, à Carnac, dans le Morbihan, une expérimentation consiste à limiter la croissance des huîtres. Pour cela, on les nourrit moins la première année.
Donc en fait, elles sont immergées donc, en moyenne 10 à 12 heures par 24 heures. C'est-à-dire qu'elles sont plus souvent hors de l'eau que dans l'eau. Donc il y a une croissance moindre, un effort de reproduction moins important, et il semblerait que ce serait ces facteurs-là qui feraient que les huîtres mourraient un peu moins. Bon bah là maintenant on va redescendre les huîtres sur le parc. Cette approche nécessite de repenser les priorités, en privilégiant non plus la vitesse de croissance des huîtres, mais leur résistance face aux maladies. Cette méthode a fait ses preuves au Japon, qui subit aussi ces mortalités. Donc là on va mettre les poches de petites qui étaient donc tout en haut, on va les remettre ici sur le parc, à la pousse pour l'hiver, et puis dans l'espoir que ça rattrape ce qu'on faisait d'habituellement. Mais voilà, donc on continue les essais, on va voir. « 94-95, on a subi déjà des mortalités importantes comme ça. Et ça va durer 2 ans, puis après plus rien. Et après c'était déterminé. Oui, on savait que c'était ce fameux herpès virus là, qui est présent et qui en fait là a priori il se ferait modifier et en se modifiant, il est devenu plus virulent. On ne sait pas, on est dans le flou. Mais à la limite aujourd'hui, c'est pas le problème de savoir d'où ça vient, c'est comment on y remédie. Ouais. Ça pour moi c'est la priorité. Et après éventuellement on pourra se poser la question à quoi c'est dû. Alors que les Japonais, quand ils ont subi ces mortalités-là, ils se sont dit comment on y remédie. Et après on verra pourquoi. Et ils n'ont toujours pas trouvé pourquoi. Le seul moyen qu'ils ont fait, c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire faire durcir les huîtres pendant 1 an. C'est changer la méthode d'élevage, quoi. On change les techniques d'élevage. Il y a des sites qui s'y prêtent, des sites qui s'y prêtent pas. Aujourd'hui, je crois que c'est notre seul espoir. Bon, il y a la sélection, sélectionner des souches résistantes. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, nous, en tant que producteurs, on n'a pas le temps. Il faut qu'on trouve une solution là très, très vite à court terme. Si le temps manque aujourd'hui, il n'est pas simplement le fait du décalage entre celui de la recherche et celui des ostréiculteurs. Il est aussi la conséquence d'un divorce entre scientifiques et professionnels. En 2007, l'Ifremer a proposé aux instances dirigeantes de l'ostréiculture française un programme autour d'une souche d'huîtres résistante aux mortalités. Mais la profession n'y a pas donné suite. Pour autant, existe-t-il une huître adaptée à la diversité de nos côtes ? Ici, à Blainville-sur-Mer, dans la Manche, cette petite parcelle de parc est réservée au suivi d'huîtres dont on ne sait pourquoi elles ont survécu au virus. Donc le principe, c'est qu'on essaye de caractériser des géniteurs plus robustes, plus adaptés à notre environnement normand, côte ouest normand. Donc là, c'est la première expérimentation, donc avec des géniteurs qui, comme seule caractéristique, sont survivants des mortalités 2008 et 2009. Et maintenant, c'est des expériences qu'on va reproduire tous les ans pour essayer d'isoler des caractères typiques. Si on ne s'adapte pas, on ne trouvera jamais de solution technique pour s'adapter aux mortalités. Tiens, ce pas énorme. Ah bah attends, j'ai une coquille vide avec. Une dernière. Tiens, comme merci. Pour être moins dépendant d'un approvisionnement en essaim devenu aléatoire et risqué, quelques ostréiculteurs produisent eux-mêmes leur essaim. C'est la pratique du télécaptage. Dans ces sachets, en provenance d'une écloserie du Cotentin, 4,5 millions de larves, l'embryon de l'huître.
qu'en temps normal, on compte un taux de réussite de 20%, donc 4,5 millions, ça nous fait 900 000, ça doit représenter 900 000 unités de naissain. Ouais, alors on va d'abord les passer avant dans de l'eau de mer à température normale, là, et aux alentours de 16 degrés, donc pour commencer à les réveiller tout doucement. Et après, on va aller les semer dans les bacs de télécaptage. Alors là, c'est des bacs on met 3 millions de larves dedans. Donc ce qui représente un potentiel de 600 000 unités de naissain à peu près. En général, on va dire pour la fin on va dire 24 heures, allez quoi. Grand maximum 24 heures, tout est fixé. Voilà. C'est des huîtres qui ont capté il y a déjà 2 semaines. Les larves, c'est très fragile. Il y en a en bassin qui ne vont pas capter, qui vont mourir. C'est une sorte de sélection naturelle. C'est pour ça aussi qu'on apprécie, parce qu'il y a déjà une sélection naturelle qui se fait en amont et ça nous donne un produit un petit peu plus résistant. C'est un outil qui va nous permettre de mieux comprendre les mortalités et d'adapter nos pratiques en fonction de ça. L'avantage de la technique du télécaptage, c'est que acheter des larves, ça coûte moins cher puisque c'est au tout début de la production que des huîtres qui sont finies, qui sont plus grosses dans la filière d'élevage, quoi. Donc même si on a des fortes pertes à partir des larves, ça coûtera de toute façon moins cher que si on perd des huîtres qui sont plus grosses et parties plus en avant dans le cycle d'élevage. Et donc du coup, la maîtrise de cette technique-là est une solution potentielle pour que les ostréiculteurs puissent maintenir un niveau de garnissage de leur parc, quoi. Ces modes alternatifs d'élevage ont longtemps été pratiqués. Puis, avec la modernisation de l'ostréiculture, le surcroît de travail et de temps qu'ils exigent, on les a délaissés. Dans ce contexte morose, aujourd'hui, ils représentent un nouvel espoir. Là, tu me les mets sur l'arrière, tu les remontes pas avec les autres. Les 4 là, hein. Et puis après, tu pourras recharger tous les 4 mm par-dessus. Fin septembre, le pic de mortalité est passé. L'arrêté interdisant les entrées d'huîtres en Normandie vient d'être levé. A-t-il permis de limiter la casse ? On a fermé au 1er mai pour éviter le maximum de casse. On avait 10 fois moins de naissins. Et puis on se rend compte qu'on aura gagné peut-être 10% par rapport à l'année dernière, mais c'est pas énorme, quoi. Moi, je pense que ça donnait quand même quelque chose. Je suis même convaincu, parce que plus on va amener des huîtres malades, et comme c'est contagieux, plus ça va crever. C'est qu'une évidence, quoi. Septembre, c'est aussi la période où les huîtres, qui ont poussé pendant l'été, sont réparties dans un nombre plus important de poches. Ces manipulations permettent de dresser un premier bilan des mortalités de l'année. Le pic de mortalité s'est produit quand les huîtres étaient toutes petites comme ça, parce que les 3/4 des coquilles sont de cette grosseur-là, donc ils ont arrêté de pousser après. Quand on voit les petites, là, on a 70-80% de casse à l'intérieur. Il y a encore de la mortalité qui vient de se produire. Celle-là vient de crever il y a même pas 8 jours, quoi. Alors au mois de septembre, on a toujours un peu de crève. À la veille des fêtes de fin d'année, les prix ont grimpé, mais ne suffisent pas à compenser les déficits accumulés. Quel est dans ce contexte le juste prix d'un produit qui s'est banalisé en quelques années ? L'huître est-elle en passe de redevenir un produit de luxe ? Dans un marché mondialisé, la concurrence étrangère pourrait menacer la place de la France, qui reste le premier pays producteur en Europe. Donc c'est toujours des paniers de 50. Manne rouge, jaune noir, toujours.
c'est bien d'avoir eu le télécaptage pour pouvoir s'en sortir. Donc pour l'instant, c'est relativement positif parce qu'on arrive à éviter la première vague de mortalité au stade larves qui viennent juste de se capter. Par contre, le problème, c'est que c'est tout petit, parce que ça ne profite pas du printemps et de l'été pour pousser. Donc on décale notre cycle de production de quasiment 1 an, c'est-à-dire entre la naissance et la sortie des huîtres pour les vendre, normalement on était sur du 4 ans. Là, on va se rajouter entre 6 mois et 1 an. Donc c'est vrai que c'est pareil, ça complique encore les choses. Est-ce qu'on va être encore viable si notre cycle est basé sur du 5 ans ? L'année dernière, à cette date-ci, on avait 14 personnes. Là, j'ai 9 personnes. Et toute l'année 2010, on a travaillé à 8. Et là, à partir du 1er janvier, on ne va plus être que 5. Pour l'instant, on tient encore. Mais à chaque bilan, les résultats sont négatifs. Donc, à un moment, on ne tient pas comme ça longtemps. Alors, combien de temps on va tenir c'est ce qu'on essaye d'envisager quand on travaille avec le comptable, parce qu'il vaut mieux prévoir le moment où il faut s'arrêter que de se rendre compte quand le trou est très profond et que c'est trop tard. Après, prendre la décision d'arrêter, si on doit s'y résoudre, ça sera pas facile à prendre comme décision, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer ou est-ce qu'on doit arrêter? C'est ça qu'on attend, nous, la profession. C'est d'avoir des réponses à nos questions. Parce que nous, on est des producteurs, on n'est pas des scientifiques. Ce problème-là vient bien de quelque part. Et comment que ça se développe, tout ça, on ne sait rien. On ne sait rien. Chacun va sur son chemin, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il croit bon, tout le monde a raison, tout le monde a tort. On ne sait pas. Voilà, on est dans l'incertitude complète. Le bilan qui était fait en septembre, c'est que je suis autour des entre 20 et 40% de mortalité, pas plus, contrairement à 2008 et 2009 où on tournait plutôt autour des 60-70%. Je compte beaucoup sur les essais qu'on fait et de pouvoir sauvegarder le naissain. Si ça fonctionne sur le long terme, ouais, je pense que moi personnellement je pourrais m'en sortir. C'est pas la première crise que l'ostréiculture connaisse, moi c'est la première en ce qui me concerne. Je pense que les anciens ont su s'adapter et puis se remettre en question. Donc, ou en changeant d'espèce ou en changeant de pratique, je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose. Et puis, c'est toujours la même chose. Combien on sera dans 5 ans, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit au maximum. Et pour ça, on a besoin et de se remettre en question et d'un soutien de la collectivité. Sur le littoral français, l'élevage des huîtres, c'est plus d'emplois que la pêche. Une grande partie de l'économie de nos côtes en dépend. Mais quel sera le prix à payer pour sortir de cette crise? Qui s'en sortira? Plutôt que d'attendre la solution miracle des scientifiques qui tarde à venir, les quelques producteurs que nous avons rencontrés parient sur une pratique de leur métier plus mesurée et plus solidaire.